Alors, bonsoir à tous. C'est un petit test de son. On veut s'assurer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Bienvenue, Marie-Laurence Paré de Cancer de la Vessie Canada. Nous allons débuter dans 2 minutes. Alors, restez bien connectés avec nous. On vous revient tout de suite. Alors, à nouveau, bonsoir à tous. Marie-Laurence Paré de Cancer de la Vessie Canada. Je suis la responsable des programmes au Québec. Bienvenue à ce webinaire, les aspects prometteurs de l'immunothérapie en cancer de la vessie, les essais cliniques et l'importance de la recherche. Alors, pour nous assurer à tous la meilleure expérience audio possible, sachez que vous êtes tous donc en muet. Ça veut dire que vous pouvez m'entendre, mais nous, on ne peut pas vous entendre. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes comment poser vos questions durant toute la durée du webinaire. Notez que nous enregistrons également ce webinaire, donc si vous voulez vous concentrer sur la présentation, c'est possible et vous pourrez la réécouter aussi au besoin puisqu'elle vous sera envoyée 2 jours après cet enregistrement. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre des notes. Vous pouvez vraiment écouter ce soir et au besoin réécouter. C'est très heureux pour nous de savoir que vous êtes plus de 125 personnes à vous être inscrits ce soir. On est vraiment ravis que vous soyez avec nous. Et justement, pour savoir qui est présent sur la ligne ce soir, on a un petit sondage à vous faire passer. Vous êtes libre d'y répondre, mais vous allez voir les questions apparaître à l'écran. 5 questions pour savoir qui est avec nous. Et vous aurez à chaque fois quelques secondes pour y répondre et vous allez voir les résultats s'afficher. Donc, premier sondage. On vous invite à répondre. Merci. Et donc, vous êtes en moyenne, je dirais presque moitié-moitié, hein, beaucoup de patients, de survivants ce soir, de professionnels de la santé, mais également quelques proches aidants et des partenaires qui sont avec nous. Donc, merci beaucoup d'être là. Deuxième question. On vous invite à répondre. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? Merci. Et on voit qu'on a des gens en moyenne entre 18 et 84 ans, mais une forte majorité entre 40 et 70 ans. Troisième question, de quelle région du Canada êtes-vous? On vous invite à répondre. Merci beaucoup. Donc, en grande majorité des gens de la province du Québec, mais aussi de nos amis de l'Ontario. Donc, bienvenue à tous. Et si vous êtes de la région du Québec, eh bien, on veut savoir plus spécifiquement de quelle région vous êtes au Québec. Donc, pour les bienfaits du sondage, on a dû faire des regroupements. Merci beaucoup. Et on a des gens d'un petit peu partout, en grande majorité de la capitale nationale, mais aussi d'un petit peu partout au Québec. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et dernier sondage. On veut savoir si on a des hommes et des femmes avec nous ce soir.
Merci. Alors, une belle équité ce soir, parité presque hommes et femmes. Alors voilà, ben avant de céder la parole à notre présentateur, j'ai quelques mots pour vous présenter notre soirée. Donc, voici un petit peu comment ça va se passer. La présentation de Dr. Fradet va débuter dans quelques minutes maximum, donc dans une dizaine de minutes. Et ensuite, on va avoir une belle demi-heure avec lui. On va par la suite donc enchaîner avec une courte présentation sur la recherche, les essais cliniques pour vous présenter ce qu'on fait à Cancer de la Vessie Canada. Et ensuite, à 20h15, ce sera le temps de la période de questions pour terminer avec quelques invitations. Et je vous le disais, donc les thèmes qui ont été abordés, vous l'avez certainement vu puisque vous vous êtes inscrits. Et je vous le disais, donc, comment allez-vous pouvoir poser vos questions ce soir? Alors, il n'est pas nécessaire d'attendre la période de questions. Vous pouvez le faire tout au long du webinaire. Vous avez deux choix. Si vous êtes connecté sur votre ordinateur, vous allez dans la section questions. Et si vous êtes sur votre appareil mobile, vous allez sur le point d'interrogation, vous envoyez directement votre question. Et c'est ma collègue Romina Ferraud qui va les recevoir, les répertorier avant de les adresser à notre présentateur, donc vers 20h15. Notez bien, on va répondre au plus de questions possibles et on va favoriser d'abord et avant tout les questions d'ordre plus général plutôt que de répondre à des questions spécifiques qui font référence à un cas précis. Encore une chose, si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, envoyez-nous une note dans la zone de questions et restez avec nous pendant que nous travaillons à la résolution du problème. Et si vous étiez déconnecté par erreur, soyez rassurés, à nouveau, vous recevrez l'enregistrement dans 48 heures. Et maintenant, quelques mots sur Cancer de la Vessie Canada. Certains nous connaissent déjà, mais c'est important pour nous de vous rappeler donc qu'on travaille au soutien, à la sensibilisation et à la recherche pour tout ce qui concerne le cancer de la vessie Canada. On est le premier et le seul organisme à but non lucratif de lutte contre le cancer de la vessie au Canada. C'est une très belle histoire. Nos deux cofondateurs, Jack Moon et David Gottman, sont toujours des survivants du cancer de la vessie. 10 ans plus tard, ils sont toujours impliqués avec nous et on est très fiers. Ils ont reçu la médaille du service méritoire par le gouverneur général du Canada en 2007 et grâce à eux, on célébrait en 2019 nos 10 ans. Bien sûr, 10 ans plus tard, c'est toute une équipe qui est là pour les appuyer dans ce grand projet. On a un conseil d'administration avec des bénévoles très engagés partout à travers le Canada et une équipe nationale dont je fais partie qui est maintenant formée de 6 personnes. À nos côtés, ce qui rend l'organisation très crédible au-delà de l'implication des patients qui est essentielle pour nous, c'est l'implication d'urologues, d'oncologues et de spécialistes comme le Dr. Fradet qui sont avec nous, qui acceptent de faire partie donc des gens qu'on peut consulter. Et on a un conseil consultatif médical et un conseil de la recherche médicale avec qui on travaille en étroite collaboration. Vous trouverez sur notre site web leur nom détaillé. Mais vous avez une photo ici de l'équipe qui était présente à Québec en juin dernier. Et c'est un appui vraiment précieux qui vient contribuer autant pour nos programmes, les normes de soins, pour nous aider aussi à faire la promotion de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on offre? Alors, que vous soyez professionnel de la santé ou personne qui a besoin de soutien ou un proche aidant ce soir, je veux vous dire que notre premier service qu'on offre, c'est le service de jumelage. C'est la raison pour laquelle l'organisme a été fondé, c'est-à-dire que M. Moon et M. Gottman cherchaient tous deux quelqu'un avec qui parler qui avait vécu cette expérience-là. Donc, ce programme-là, il est toujours très actif, essentiel pour nous et on fait le jumelage de gens à travers le Canada qui passent à travers une expérience de cancer de la vessie, non pas pour offrir un conseil médical, mais vraiment pour partager une expérience de personne à personne. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à référer quelqu'un qui aurait un besoin. Bien sûr, c'est gratuit et nos bénévoles
sont formés pour de l'écoute, mais aussi pour partager leur expérience et répondre aux questions. On a toute une série de webinaires, de conférences qui sont disponibles. Vous le voyez ce soir, hein, vous êtes connectés avec nous. Au besoin, sachez qu'il y a déjà 2 webinaires qui sont disponibles en ligne en français. Alors, vous avez Bien vivre avec le cancer de la vessie en 2019, ainsi que la qualité de vie lorsqu'on vit avec une vessie reconstruite ou avec un sac. Donc, 2 webinaires que vous pouvez écouter si ce n'est pas déjà fait dans le confort de votre foyer. Et on en a aussi en anglais si vous êtes capable, si vous êtes confortable, pardon, avec la langue anglaise. Et c'est très important pour nous, on consulte les gens à chaque année pour savoir quels sont les sujets qui les intéressent. On l'a fait au printemps auprès de notre communauté francophone, printemps 2019, et on le refera encore cette année parce qu'on base notre programmation, bien sûr, d'abord et avant tout sur les besoins que vous nous adressez. Et qu'est-ce qui s'en vient comme webinaire? Bien, ce soir, mais 2 également au printemps, dont je vous annonce les sujets. Donc, le mode de vie actif et adapté avec un diagnostic du cancer de la vessie, qu'on travaille en partenariat avec des survivants, avec la Fondation québécoise du cancer et avec l'Association québécoise du cancer de l'Est du Québec. On est très fiers de ces partenariats. Et aussi à l'automne, sexualité, santé pelvienne et cancer de la vessie, tout ce que vous n'avez jamais osé demander. On espère que ça va intéresser plusieurs personnes d'entre vous. On organise aussi des rencontres d'échange et d'informations à travers le Canada. Notre prochaine séance, je vous l'annonce en primeur au Québec, elle aura lieu le 4 juin prochain à l'hôpital, non pas à l'hôtel, pardon, mais à l'hôpital Pierre-Boucher sur la rive sud de Montréal. On travaille très fort pour être présent cette année, les années suivantes, à Québec et dans les régions du Québec également. Donc, ça fait toujours partie des choses qu'on est heureux de savoir si dans votre hôpital ou si dans votre région, vous sentez qu'il y a un besoin auprès des patients, contactez-moi. Vous allez avoir mes coordonnées à la fin du webinaire. On veut vraiment savoir les besoins et on veut être présent. Notre site Internet, bien sûr, qui regorge d'informations. On a eu plus de 200 000 visites l'an dernier. On est ravis et on a créé en 2019 une section pour les patients du Québec. Donc, je vais vous envoyer un courriel à la suite du webinaire avec l'enregistrement de ce soir, mais aussi avec ce lien-là. Donc, c'est ce qu'on propose comme service, mais aussi les services proposés par nos partenaires. Et selon la région où vous êtes basé, ça pourrait vous intéresser. On a aussi des guides d'information précieux qui ont été développés avec des gens, des professionnels de la santé et avec des patients. Donc, selon le cas de figure auquel vous faites face ou selon les besoins dans votre hôpital, dans votre clinique, vous pouvez commander ce guide-là en ligne ou nous passer une commande. On envoie ce matériel-là et d'autres matériels de sensibilisation gratuitement. Ce matériel de sensibilisation, bien, vous l'avez peut-être déjà vu en partie, c'est ce fameux citron rouge avec une goutte de sang maintenant qui frappe l'imaginaire. On a la chance d'être présent grâce à des partenaires médias un peu partout au Québec parce qu'on a encore beaucoup de prévention à faire pour dire si on voit du sang dans l'urine, c'est un des signes possiblement avant-coureurs. Donc, allez voir votre médecin. Et voilà, si vous avez envie de nous soutenir, d'ailleurs, dans le sens de cette campagne de sensibilisation, je vais vous dire quoi faire dans quelques minutes. Le mois de mai et le mois de septembre sont 2 mois importants à retenir pour nous. Mois de mai parce que c'est le mois de la sensibilisation au cancer de la vessie, comme on associe le mois d'octobre au cancer du sein. Nous, c'est le mois de mai, un mois donc qu'on veut avec le plus de jaunes possible et on va vous recontacter à ce moment-là pour vous dire quelles actions vous pouvez faire pour nous aider à rejoindre les près de 80 000 patients touchés par le cancer de la vessie ainsi que leurs proches et leurs familles. Et notre marche au Québec, pour le moment, on a une marche à Montréal et à Québec. On veut en développer d'autres. Il y en a plusieurs en Ontario. Et on vous invite à être avec nous. Vous avez quelques photos de l'édition 2019. Ça a été riche en émotions et ça nous permet d'amasser des fonds, certes, mais aussi de faire de la sensibilisation. On a eu des médias qui étaient sur place et c'est comme ça qu'on rejoint encore plus de gens. Donc, on vous invite à venir marcher avec nous. La date cette année, 27 septembre 2020, à garder en tête.
Et je vous disais, si vous voulez nous appuyer pour devenir bénévole, on cherche toujours des gens qui veulent partager leur expérience ou qui veulent devenir ce qu'on appelle des ambassadeurs communautaires qui vont faire de la sensibilisation avec nous et qui vont nous aider, par exemple, à partager ce matériel de sensibilisation qu'on a de disponible dans toutes les régions du Québec et du Canada. Une chose encore, sachez que tout notre matériel, je le présente en français, mais il est aussi disponible en anglais. Et maintenant, j'ai assez parlé. La parole est à notre présentateur de ce soir, le docteur Yves Fradet, qui est chirurgien, urologue, oncologue et chercheur en immunologie au CHU de Québec, Université Laval. Il est le leader du groupe de recherche en uro-oncologie et pendant qu'il se connecte avec nous, vous voyez à l'écran tous les sujets qui l'intéressent et qui va avoir la chance de nous parler ce soir. Donc, docteur Fradet, j'allume micro et webcam pour vous laisser la parole. Donc, docteur Fradet, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez bien? Attendez un petit peu, là. Alors, on voit votre présentation. Prenez le temps. On voit votre présentation à l'écran et on vous entend. Il reste la webcam. Et voilà. Bien. Bon. Alors, avant d'aller à la présentation, d'abord, merci à tout le monde d'être présent. C'est un honneur et un plaisir de vous parler sur ce sujet qui est très excitant, à mon avis, bien sûr, et qui est d'autant plus un défi compte tenu de l'excellente présentation ou enfin qualification des participants, c'est-à-dire qu'on a autant des patients que des gens de la santé. Donc, d'arriver à vous donner une idée la plus précise possible, mais en même temps compréhensible de ce qui se passe en immunothérapie, particulièrement dans le cancer de la vessie, c'est vraiment une révolution, c'est vraiment un progrès majeur. Donc, c'est un plaisir, mais en même temps un défi. Et ça va me faire plaisir, évidemment, de voir vos commentaires par la suite pour essayer de m'améliorer. En passant, je souligne l'excellente présentation de Mme Paré, une excellente porte-parole pour la cause et évidemment, j'invite le plus grand nombre à nous aider dans cet effort pour ce cancer en particulier, qui n'est pas parmi les plus connus, mais qui est quand même extrêmement fréquent. Donc, je ne me verrai plus, donc je ne sais pas trop l'allure que je vais avoir. J'espère pas trop vous importuner. Vous voyez ma petite flèche, donc je vous interpelle de Québec. Évidemment, la photo que je vous présente en est une de l'été. J'habite à peu près ici, donc c'est de là que je vous parle. Mais évidemment, présentement, il n'y a plus de bateaux, évidemment, dans le bassin Louise et c'est plutôt de la glace. Mais c'est un plaisir de vous parler de ce sujet et ce que j'espère couvrir ce soir concernant les aspects prometteurs d'immunothérapie en cancer de la vessie, mais aussi les essais cliniques qui sont en cours et comment la participation de patients et aussi la contribution financière du plus grand nombre peuvent nous aider. Et comment je pense que le Canada, on est quand même aussi bien positionné si on considère notre taille versus l'impact qu'on peut avoir en cancer de la vessie au Canada, en particulier plusieurs de mes collègues qu'on a vus sur des photos qui ont été présentées dans les consultants. Alors, essentiellement, j'aurai trois parties, si on veut. La première qui va consister évidemment à discuter du premier traitement, en fait, la première immunothérapie qui a existé pour le cancer, qui est le BCG, le bacillicalmette-guérin, on en reparlera tout à l'heure, qui est vraiment le premier et comment ça fonctionne, cette immunothérapie, ou pourquoi on parle du BCG comme une immunothérapie. Et évidemment, de comprendre un peu les limites du BCG et peut-être les nouvelles approches intéressantes qui s'en viennent et dont certains résultats ont été présentés et publiés récemment. Le deuxième volet concernera plutôt la révolution dans l'immunothérapie pour les cancers, en particulier les cancers généralisés, mais se rapprochant de plus en plus vers les cancers infiltrants et même les cancers non infiltrants de la vessie, et revoir un peu les mécanismes d'action de cette nouvelle révolution
les essais cliniques en cours avec un médicament ou même en combinaison dont les résultats sont à venir, bien sûr, et les études dans les cancers non infiltrants de haut grade. Et finalement, j'aimerais quand même vous parler des résultats prometteurs d'études précliniques, parce qu'avant d'aller dans une étude clinique, de traiter des patients, bien souvent on utilise ce qu'on appelle des modèles précliniques, en particulier des modèles de souris, pour identifier de nouvelles pistes, de nouvelles approches qui vont nous permettre de développer des nouveaux produits ou des combinaisons dans des essais cliniques qui, on espère, vont avancer encore une fois les résultats obtenus. Donc, les tumeurs vésicales, évidemment, il y a deux grandes catégories, comme on verra dans la prochaine diapositive, mais les tumeurs vésicales non infiltrantes, pour ceux qui ont déjà eu une tumeur vésicale, qui ont eu la chance d'avoir un examen de la vessie avec un écran, ben, c'est l'allure que souvent ça a, plus ou moins, évidemment. C'est pas des tumeurs celles-ci qui ont l'air très malignes, mais il y en a des plus malignes et des moins malignes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tumeurs non infiltrantes qui poussent dans la vessie sont en croissance absolument importante. Et on le constate aux États-Unis, surtout dans les statistiques. Et pourquoi? Et on se rend compte aussi que les gens plus âgés, parce que la population vit plus longtemps, donc les personnes plus âgées, l'incidence de cancer de la vessie non infiltrant, comme l'image que vous voyez, est en croissance de façon continue. Le résultat de ça, comme on voit ici, c'est que si on prend l'exemple du CHU de Québec, où on a finalement tous les patients de la grande région de Québec qui sont traités pour une résection transurétrale de tumeurs vésicales, c'est-à-dire l'ablation de la vessie par les voies naturelles, c'est une augmentation de presque 10% par année. Ce 10% par année vient de l'augmentation des nouveaux cas, mais aussi du fait que les patients qui ont des cas vont récidiver peut-être plus souvent, parce qu'au total, c'est souvent des tumeurs non infiltrantes qu'on va resséquer. Une des hypothèses qu'on peut évoquer, bien sûr, en rapport avec le thème de ce soir, c'est qu'avec, évidemment, plus on avance en âge, je n'oserais pas dire vieillir, mais plus on avance en âge, plus les défenses immunologiques peuvent diminuer, ce qui fait que, évidemment, on a possiblement plus de cancers où la réponse du système immunitaire baisse les bras et on a un peu plus de tumeurs et un peu plus de récidives également. Donc, probablement que les tumeurs de vessie non infiltrantes est un bel exemple de ça. Donc, si on regarde ici, c'est que 3/4 ou 3 sur 4 des nouveaux cancers de la vessie sont non infiltrants, c'est-à-dire qu'ils sont en surface ou infiltrent minimalement la paroi de la vessie. Et évidemment, on sait que le cancer de la vessie, globalement, c'est à peu près le 6e en fréquence, donc c'est pas le sein, la prostate, le poumon, mais quand même, c'est un cancer important. Mais en termes, comme vous le voyez sur la diapositive précédente, en termes de coût pour le système, c'est probablement le cancer le plus coûteux. Pourquoi? Parce que c'est des cancers qui récidivent, c'est-à-dire qui reprennent malgré un traitement primaire fréquemment, qui nécessitent de nouvelles chirurgies, qui nécessitent des traitements dans la vessie. Donc, et les gens ne meurent pas de ces cancers non infiltrants. Donc, ils ont ce problème pendant de multiples années, ce qui fait qu'au cumul de l'ensemble de ces années, les coûts de la santé pour traiter ce cancer sont beaucoup plus importants que d'autres cancers où parfois, malheureusement, la mortalité est importante. Ce qui est important, excusez-moi, il y a 3 fois plus de cancers de la vessie au diagnostic chez les hommes que chez les femmes, et on y reviendra plus tard sur peut-être les éléments possibles que ça peut nous indiquer. Par-delà les risques qui étaient associés autrefois avec le travail, fumer de cigarettes, mais même si les expositions à différents facteurs de risque changent, peu importe les pays, il y a toujours à peu près 3 à 4 fois plus de nouveaux cancers de vessie chez les hommes que chez les femmes. Par contre, chez les femmes, ça a tendance à être un peu plus agressif. Alors, pour les tumeurs non infiltrantes de la vessie ou même pour les tumeurs infiltrantes, le premier geste, le premier traitement est souvent ce qu'on appelle une résection transurétrale de la tumeur qui se fait par les voies naturelles. Ici, on a l'exemple d'un homme ou pour les femmes. Et on va aller essentiellement avec un instrument et un cutter resséquer la tumeur ou les tumeurs parce que souvent, les tumeurs vésicales se présentent de façon ce qu'on appelle multifocale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits dans la vessie qui vont avoir des tumeurs. Donc, on resèque ces tumeurs, mais malgré la résection,
comme souvent les points de récidive sont multiples, ben, on va avoir des récidives. Et les récidives surviennent dans plus que la moitié des gens. Et évidemment, quand on a eu une première récidive, parfois on aura encore plus de récidives. Donc, c'est un facteur important qu'il faut considérer. Alors, première immunothérapie, le premier traitement par immunothérapie dans tous les cancers, toutes catégories confondues, c'est le BCG, c'est-à-dire le bacille, calmette et guérin, pour traiter le cancer de vessie. Il faut savoir, je pense qu'on peut être fier, c'est une découverte canadienne. Le docteur Alvaro Morales, qui est parti du NIH aux États-Unis, où il avait fait sa recherche, pour aller à Kingston. Étant un urologue, il a débuté lui-même des traitements de BCG pour prévenir les récidives dans les cancers de la vessie. Au même moment, son collègue, le docteur Kébrité, qui est un chirurgien général, est revenu à Québec et a convaincu mes collègues du temps, enfin, j'étais même un étudiant à ce moment-là, d'essayer le traitement de BCG dans la vessie et on les avait essayés à ce moment-là pour des patients dont la résection n'était pas complète, il restait des tumeurs et on avait démontré dans une autre publication 2 ans plus tard que le BCG pouvait même éliminer des tumeurs qui restaient après la résection. Ce qui est intéressant, c'est que je suis allé ensuite au Memorial Sloan Kettering pour faire ma formation sur spécialisée et c'est là qu'on le Dr. Herr et d'autres avaient fait une étude randomisée et ça a amené à l'approbation du BCG comme traitement pour les cancers de haut grade non infiltrants pour traiter donc les cancers de la vessie. Donc, c'est vraiment cette... excusez-moi, j'ai été distrait par... Voilà. Merci, Laurence. Donc, le BCG, donc, c'est un traitement calmette et le BCG, ça vient de bacille, calmette et guérin. C'est eux qui ont identifié la mycobactérie qui cause la tuberculose, qui était une maladie hautement mortelle, comme on le sait, au début du 20e siècle, et qui avait développé à l'Institut Pasteur une façon de prendre la bactérie vivante, de l'atténuer, c'est-à-dire de la rendre moins toxique ou moins néfaste pour les patients, de façon à en développer un vaccin, ce qui a permis d'éliminer de la carte dans les pays occidentaux, à tout le moins, la tuberculose, qui était une maladie qui est extrêmement importante. Alors, comment ça fonctionne, le BCG? Ben, l'idée, c'était que si on injecte une bactérie, cette bactérie va être absorbée ou intégrée parmi les cellules tumorales ou pré-tumorales qui vont l'intégrer et qui va résulter dans une destruction des cellules tumorales dans certains cas, mais aussi dans la production de ce qu'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des protéines qui sont relarguées par la cellule tumorale et qui vont attirer vers celle-ci des cellules immunes. Alors, la première réaction immunitaire ou la première barrière, si on veut, c'est l'immunité qu'on appelle innée. Elle vient de récepteurs, comme on voit ici, qui reconnaissent soit des bactéries, des molécules dans les bactéries ou même des virus. Et ici, on voit le BCG ou la mycobactérie, donc il y a plusieurs récepteurs. Ils intègrent cette bactérie et la détruisent à l'intérieur. Mais ce faisant, parfois, la cellule est détruite. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Bien évidemment, le relargage des cytokines ou ces protéines qui attirent les cellules immunes vont amener les cellules immunes à venir reconnaître les antigènes et maintenant développer une réaction qu'on appelle acquise, donc spécifique pour les cellules tumorales et va entraîner une certaine mémoire. Donc, si on regarde une cellule tumorale qui a été attaquée, elle dégage des antigènes. Les cellules dendritiques ou qu'on appelle présentatrices d'antigènes vont gober, si on veut, littéralement, ou intégrer ces cellules-là, pas ces cellules, mais ces protéines, et vont prendre ensuite les processer dans leur système pour exprimer à la surface des cellules normales ou tumorales, dans ce cas-ci, des antigènes, des peptides qui viennent dans un complexe majeur d'histocompatibilité. Ça, c'est ce qui nous permet de nous distinguer comme individus. Et quand on parle du rejet de la greffe, par exemple, on doit essayer d'apparier ou d'apparenter les individus en fonction de leur complexe majeur d'histocompatibilité pour diminuer les chances du rejet. Donc, chaque petit peptide ou chaque petite séquence vient se présenter dans ce complexe majeur et la même chose pour ce qu'on appelle ceux de classe 2. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que, évidemment, les cellules dendritiques vont présenter dans le complexe majeur classe 1
aux cellules qu'on appelle CD8, des lymphocytes T, qui sont des lymphocytes tueurs. Et s'ils retrouvent ce peptide avec le même complexe sur une cellule tumorale, avec un activateur qu'on voit ici, elles vont détruire cette cellule en produisant des protéines ou des substances qui vont perforer la tumeur et qui vont venir la dégrader. Les classes 2 ou les CD4 qu'on appelle, ce sont des cellules T qui vont aider à promouvoir la propagation des CD8, donc une fonction aidante ou helper, mais aussi peuvent être parfois des suppresseurs. Donc, c'est des modulateurs de cette réponse. Donc, un peu compliqué, mais donc on a les cellules CD8 spécifiques, mais aussi des cellules qu'on appelle des tueurs naturels. Malheureusement, il y en existe dans la nature. Et ça va détruire la tumeur qui libère des antigènes et s'enclenche ce qu'on appelle le cycle de l'immunité anti-cancer. Pour revenir au BCG, donc c'est sûr que l'immunité préexistante, qui peut être testée par exemple par des tests qu'on fait sur la peau, va favoriser une meilleure réponse, comme on voit ici dans cette étude publiée en 2012, où les patients en vert qui avaient déjà eu une réponse au BCG par un test cutané positif avaient une meilleure réponse, c'est-à-dire l'absence de récidive. Ce genre de courbe-ci, vous allez les voir souvent, donc c'est la proportion, si on parle de 100 patients, de patients qui n'ont pas récidivé, donc qui sont restés sans récidive, par rapport en rouge, ceux qui ont eu une récidive. Et donc, on voit que ceux qui avaient une immunisation contre le BCG avaient une meilleure réponse. Évidemment, première limite du BCG, avec évidemment, moi, j'ai probablement été dans les dernières générations à avoir été vacciné contre la tuberculose. Qu'est-ce qui va arriver quand les nouvelles générations qui ont un cancer de la vessie n'ont pas été vaccinées? On ne le sait pas. Mais évidemment, c'est une des limites de l'utilisation d'une telle approche. L'autre limite, c'est que le BCG, on voit ici au départ la souche que Calmette et Guérin ont utilisée, le Mycobacterium bovis, pour l'atténuer. Mais par la suite, il y a eu plusieurs souches qui ont été développées en Russie, au Japon. Évidemment, il y en a d'autres danoises. Et on voit et celle de l'Institut Pasteur ici. Et ces souches-là, des bactéries, avec le temps, la reproduction, ça peut évoluer et ça peut changer, évidemment, son profil. Un collègue de Suisse, le Dr Thalmann, a testé deux souches qui venaient de Pasteur, et la souche Connaught, qu'on voit en rouge, et la souche Theiss, toujours la même courbe. Alors, on voit qu'en rouge, les patients qui avaient eu le BCG de la souche Theiss, c'est-à-dire Connaught, excusez-moi, ont eu beaucoup moins de récidives dans le temps, jusqu'à 5 ans et plus, que les patients qui avaient eu la souche Theiss. Malheureusement, la souche Connaught qui était produite au Canada n'est plus produite. Ça illustre la difficulté de production d'une bactérie vivante atténuée parce que d'un côté, on doit garder son activité antitumorale, mais en même temps minimiser ses effets sur la toxicité, c'est-à-dire les effets secondaires. Alors, de nouvelles approches au lieu d'utiliser une bactérie, et ça c'est tout récent, relativement récent dans les dernières années, et je vous parle de celle-ci parce qu'elle vient d'être présentée en études cliniques, c'est d'utiliser des virus qui, eux, peuvent produire ce qu'on appelle des cytokines. En l'occurrence, il y a l'interféron alpha. Il y en a d'autres qui ont été testés et qui sont en études cliniques, mais celle-ci, donc l'idée, c'est que le virus va infecter les cellules cancéreuses de la vessie, va, en les infectant, faire en sorte que la cellule va produire l'interféron alpha, ce qui va amener les cellules immunitaires à venir identifier cette cellule comme anormale, identifier les antigènes tumoraux, c'est-à-dire ces peptides qui ne sont pas normaux et qui sont exprimés par la tumeur, et éventuellement la détruire, mais en même temps avoir un effet collatéral sur d'autres cellules qui expriment les mêmes antigènes, même si le virus n'y était pas, pour les détruire. Donc ici, on a ce qui a été présenté en décembre, Société d'uro-oncologie, on voit que presque 60% des patients à 3 mois qui avaient échoué plusieurs traitements de BCG ou un premier traitement très rapidement n'avaient plus de récidive après 3 mois et presque 30% de ces patients-là, ou la moitié, étaient encore sans récidive. Donc, ça fait le tour pour le BCG, ses fonctions, mais aussi les limites et le besoin de nouvelles approches. Et il y en a d'autres, évidemment, qui sont en développement. La révolution de l'immunothérapie pour les cancers infiltrants ou généralisés
Bien évidemment, heureusement, comme Mme Paré le mentionnait, les symptômes qui font du sang dans l'urine ou des symptômes d'irritation de la vessie, des brûlements et tout, amènent les patients souvent à consulter, de sorte que la majorité des cancers de la vessie, tout de même, ne sont pas généralisés au diagnostic, contrairement à d'autres cancers, malheureusement, où c'est l'inverse. Par contre, évidemment, lorsqu'on a un exemple ici, ça c'est un TEP scan, si on veut, on voit la tumeur en orange dans la vessie, on voit des métastases dans les ganglions. Donc, des patients qui ont été traités pour un cancer de la vessie par exemple, l'ablation de la vessie, parce que la tumeur semblait localisée, vont aussi développer parfois 1 an après ou 2 ans après, une certaine proportion vont développer des métastases, soit dans les ganglions ou dans le système, dans le foie ou dans les os. Alors, évidemment, ces patients évidemment, ne seront pas guéris par les traitements chirurgicaux, mais évidemment, on a l'utilisation de la chimiothérapie qui a quand même une bonne efficacité dans le cancer de la vessie. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais quand même. Mais malgré l'efficacité de la chimiothérapie, les patients vont récidiver. Alors, c'est là où on a vraiment une révolution dans le traitement, ce qu'on appelle les thérapies anti-point de contrôle immunologique. Ça, c'est des lymphocytes ici, des cellules T qui circulent, puis ça, c'est la tumeur. Alors, comment ces cellules vont attaquer la cellule tumorale? Bien, évidemment, les cellules T ou les lymphocytes cytotoxiques, comme on a vu tout à l'heure, vont reconnaître la cellule tumorale grâce, encore une fois, à des peptides qui sont sécrétés dans le contexte d'un complexe majeur d'histocompatibilité qui est comparable à celui de la cellule T, donc qui est dans le système. Ça a besoin d'activateurs, mais le système, les cellules cancéreuses souvent développent des moyens de contourner en utilisant un système de frein. C'est un frein qui existe parce que normalement, si nos cellules T, par exemple, vont attaquer une cellule normale qui est infectée par un virus parce qu'elle n'est plus normale, elles vont le détruire. Mais si on n'arrête pas le processus, ben, le mécanisme peut continuer jusqu'à même éventuellement éliminer l'individu qui portait le virus. Donc, ça prend des freins. Et donc, ces freins, par exemple, le PD1 et CTLA4, sont des freins qui, évidemment, si on a des anticorps contre ces freins, si la cellule a été activée et est capable de reconnaître le cancer, dans certains cas, ben, on aura une réactivation de la réponse et une destruction. Et c'est tellement important que ça a donné le prix Nobel de médecine à 2 collègues, un de Kyoto et un des États-Unis pour le PD1 ou pour l'anti-CTLA4, qui sont 2 de ces freins. Alors, dans le cancer de la vessie, on a une étude qu'on appelle de phase 3, c'est-à-dire comparant un anti-PD1, le pembrolizumab, avec une chimiothérapie de 2e ligne pour les patients qui avaient eu un cancer de la vessie et qui ont échoué une première ligne de chimiothérapie pour un cancer métastatique ou localement avancé. Et on voit à droite que la proportion de patients qui ont répondu était beaucoup plus grande. Un intérêt intéressant de cette immunothérapie, c'est que le profil d'effets secondaires est très différent de la chimiothérapie. C'est beaucoup moins toxique en général, bien que des effets secondaires sont beaucoup moins incommodants. Il y a des effets secondaires, évidemment, auto-immuns, comme on s'y attendrait. Ce qui est intéressant, on voit ici à gauche 21% des patients qui ont eu une réponse soit complète, assurée ou partielle, par rapport à peine 3% de réponses complètes avec une 2e ligne de chimiothérapie. Mais lorsque les patients avaient répondu à l'immunothérapie en vert par rapport à la chimio, on voit que la durée de cette réponse et la survie des patients est beaucoup plus longue. Et même pour les patients avec chimiothérapie, ceux qui ont survécu, la majorité avaient reçu dans un 2e temps une immunothérapie. Donc, ce qui est encourageant de l'immunothérapie, c'est que non seulement la toxicité est moindre, la réponse semble meilleure pour ces patients-là, mais aussi la durée de réponse est longue. C'est comme si le système immunitaire avait développé une façon de se souvenir du cancer. Alors, il y a plusieurs études maintenant qui essaient de combiner cette immunothérapie. Dans le cas ici, c'est un anti-PD1 avec de la chimiothérapie, mais en première ligne, c'est-à-dire dès que le patient a des métastases ou un cancer non opérable et avancé, de voir si, en combinant un anti-PD1, dans ce cas ici, avec la chimiothérapie versus l'anti-PD1 seul versus la chimiothérapie, c'est comme ça qu'on avance, évidemment, dans les études cliniques. On a la même chose avec un autre anticorps anti-PDL1, même de vie. Ici, par contre, on a essayé de combiner les deux points de contrôle, c'est-à-dire anti-PD1 et anti-CTLA4, comparé à l'anti-PD1 seul ou la chimiothérapie, et un devis un peu similaire
avec un autre anti-PD1, donc 4 compagnies différentes. On est toujours, ces patients ont été recrutés, vous voyez quand même quelques milliers de patients qui ont fait ces études au niveau international et c'est ce qui nous permet d'avancer. On attend toujours évidemment les résultats de ces études pour l'instant. Un autre progrès, c'est évidemment une autre forme d'immunothérapie, mais avec un anticorps couplé à une drogue. Et dans une étude présentée l'année dernière, ça a démontré que les patients qui avaient échoué un traitement immunologique après la chimio et tout ça, avaient eu une certaine réponse. Et maintenant, on essaie de voir si on donne de façon combinée cet anticorps avec un inhibiteur des checkpoints, est-ce qu'on va avoir une meilleure réponse? Donc, ça fait partie des études. Qu'est-ce qui arrive, évidemment, une fois qu'on commence dans le cancer avancé métastatique, on veut essayer d'aller un petit peu plus tôt dans la maladie. C'est le cas des tumeurs infiltrant le muscle de la vessie, celles qu'on traite habituellement par l'ablation de la vessie s'il n'y a pas de métastase, avec ou sans chimiothérapie préalable. Alors, des collègues de Milan ont clairement démontré un bénéfice, en tout cas dans leur clientèle, de donner 3 cycles d'immunothérapie avec un anti-PD1, pembrolizumab dans le cas présent, qui avait résulté en 42 d'absence de cancer sur le spécimen de chirurgie après 3 traitements seulement au moment de la cystectomie radicale. Ce qui contraste avec la chimiothérapie où, dans notre expérience, on a environ 20 évidemment, on peut essayer de sous-catégoriser les patients selon qu'ils expriment dans leur tumeur le fameux PDL1, c'est-à-dire c'est la cible de l'anticorps anti-PD1. Et on voit que dans cette étude-là, quand on regarde les patients qui exprimaient le PDL1, on a presque au-dessus de 50 des patients qui n'avaient plus de tumeur après 3 cycles seulement de traitement, alors que ceux qui ne l'exprimaient pas avaient une réponse beaucoup inférieure. Donc, c'est sûr que c'est très encourageant. Il y a plusieurs études qui sont en cours pour essayer de voir comment on va optimiser cette combinaison. Évidemment, on est parti de la droite, les tumeurs infiltrantes, et maintenant, on s'avance de plus en plus aussi vers les tumeurs résistantes qu'on appelle au BCG, c'est-à-dire qui n'ont plus de réponse. On avait démontré il y a déjà plus de 10 ans que les tumeurs qui avaient échoué au BCG avaient cette infiltration immunologique qui n'était pas présente avant, et lorsque, parmi 11 de 12 patients dans ce cas-là qui avaient eu un échec au BCG, c'est-à-dire que la tumeur revenait malgré les traitements adéquats. La majorité de celles-là exprimaient le PDL1, la fameuse cible pour l'anti-PD1. Et donc, il y a plusieurs études, dont une ici, toujours avec le pembrolizumab, chez les patients qui ont échoué au BCG, qui a été rapportée l'an dernier, qui montrait que presque 40 des patients avaient eu une disparition de la tumeur lorsqu'on donnait l'anti-PD1. Et ceux qui avaient eu une réponse positive, c'est-à-dire une disparition, plus de la moitié n'avaient pas de récidive après 1 an. Donc, c'est très encourageant. Il y a plusieurs essais cliniques en cours pour combiner BCG plus ou moins anti-PD1 ou anti-PDL1. Certains qui sont en échec au premier traitement de BCG, donc BCG avec ou sans anti-PD1. Échec après plusieurs traitements de BCG, comme je vous ai montré un exemple anti-PD1 ou anti-PDL1, ou premier traitement de BCG, il y a certaines compagnies qui ont misé sur le fait que si on donnait dès le début un anti-PDL1 avec le BCG, on aurait peut-être une réponse meilleure. Donc, c'est à suivre. Dernier point que je voudrais souligner rapidement, c'est le rôle quand même pour nous guider dans les essais cliniques, parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles, comment on va arriver à choisir celles qui sont les plus prometteuses pour les patients. Et c'est le rôle de ce qu'on appelle les études précliniques ou celles qu'on peut faire dans des modèles de souris, ce qu'on fait quand même beaucoup dans mon laboratoire. Alors, la première, c'est qu'on a parlé tout à l'heure que, évidemment, les antigènes ou les peptides doivent être présentés dans le complexe majeur d'histocompatibilité et ils sont spécifiques, évidemment, aux individus. Donc, ça demande une certaine personnalisation en fonction de la classe, si on veut, de complexe majeur d'histocompatibilité d'un individu par rapport à un autre. Et ces peptides-là sont reconnus, ils vont stimuler les cellules lymphocytes cytotoxiques qui vont, eux, détruire la tumeur. Alors, on a travaillé depuis plusieurs années sur certains antigènes qu'on appelle les MAGE-A9. C'est un antigène qui, normalement, est présent dans la différenciation des spermatozoïdes, mais n'est jamais exprimé dans les cellules normales, mais est exprimé dans une grande majorité de cellules tumorales de la vessie, en particulier celles qui ont donné des métastases. Alors, en utilisant des souris qu'on appelle transgéniques, c'est-à-dire
qui expriment un complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 humain. Ça nous a permis d'identifier des peptides qui vont faire un peu la même chose chez l'humain et de créer un traitement qui va être probablement en étude clinique en toute probabilité au printemps ou un peu après, pour essentiellement essayer de stimuler une réponse immunitaire, en particulier dans les tumeurs qui n'ont pas été stimulées. Parce que pour que les anti-PD1 ou anti-PD1 fonctionnent, il faut que la cellule immune ait voulu réagir contre la tumeur et évidemment soit bloquée. Donc, on a un déblocage. Mais s'il n'y a pas eu de stimulation, ben, avec l'approche, on va vouloir la tester. Les anti-PD1, anti-PDL1, ben, c'est la pointe de l'iceberg et il y a toute, excusez-moi, il y a toute une série de possibilités de combinaisons. Et pour essayer de mieux explorer ça, ben, les modèles chez les souris qui sont syngéniques peuvent être très intéressants. Un exemple, je vous ai parlé des points de contrôle. On a le centre entre la cellule T et la cellule présentatrice d'antigène ou la tumeur qui présente l'antigène. Évidemment, il y a des molécules co-stimulatoires et il y a des molécules inhibantes. Et ici, c'est un exemple, on a testé plusieurs combinaisons, mais en prenant une molécule activatrice et une molécule inhibante, c'est un peu comme si on avait notre voiture de course et on enlevait le pied sur le frein, mais on pesait sur l'accélérateur. Donc, on enlève l'inhibition et on accélère. Et évidemment, on a pu voir dans nos deux modèles de souris qui ont des tumeurs, qui ont un système immunologique compétent. On voit ici, quand on injecte la tumeur, la croissance sans traitement, mais quand on traite avec un anti-PD1 ou la combinaison d'anti-PD1 et OX40, par exemple, qui est un activateur, on voit que toutes les souris sont guéries et lorsqu'on les réimmunise, on les réinjecte avec la tumeur, ils rejettent la tumeur spontanément, donc il y a une mémoire. L'autre observation intéressante qui a d'ailleurs été subventionnée en partie par Bladder Cancer Canada, et Mme Paré va parler un peu des différents projets de recherche subventionnés, une hypothèse, c'est est-ce que les mâles et les femelles répondent de la même façon à l'immunothérapie? Parce qu'il y a plusieurs raisons de penser que les femmes et les hommes n'ont pas la même réactivité à des vaccins. Les femmes ont plus de maladies auto-immunes, ce qui suggère qu'ils ont un système immunitaire un petit peu plus activé, si on veut. Et ici, c'est dans nos modèles de souris avec le BCG, on voit que chez les femelles, à droite, on a une réponse à peu près, une guérison, si on veut, dans 30% de ce modèle-là chez les femelles, alors que chez les mâles, il n'y en a aucun qui guérissait. Il y avait un certain retard, mais aucun guérissait. Par contre, en donnant un traitement anti-androgène, donc contre les hormones sexuelles mâles, on voit qu'on améliorait au même niveau que chez les femelles la réponse. Donc, voici un exemple d'un élément qui nous incite à penser que peut-être on pourrait faire des études cliniques pour voir si on peut améliorer la réponse à l'immunothérapie. Évidemment, les souris, on se sert aussi à essayer d'identifier quelque chose. Par exemple, man flu, c'est cité dans le Oxford et le Cambridge Dictionary, donc c'est des dictionnaires très importants, qui définit que un rhume ou une maladie similaire qui est qu'un homme a, et souvent l'homme exagère la sévérité de ses symptômes. Est-ce que vraiment une grippe d'homme, les hommes, c'est des mauviettes ou peut-être qui sont immunologiquement inférieurs. Puis il y a des expériences de souris qui suggèrent effectivement que les femelles sont un peu moins sensibles ou réagissent mieux au virus de la grippe que les hommes. Donc, c'est de saison. Et finalement, le microbiome intestinal, c'est-à-dire nos bactéries dans l'intestin, c'est une des nouveautés importantes. Est-ce que c'est une deuxième révolution en immunothérapie des cancers? Mais c'est vraiment un élément qui est soumis à beaucoup de recherches. Comment les bactéries qu'on a dans notre intestin, c'est un gros bioréacteur, peuvent influencer la réponse à l'immunothérapie parce qu'elles sont constamment en contact avec notre système immun. Donc, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais quelques minutes. Mais tout ça pour dire que j'espère vous avoir convaincu, en tout cas, qu'après 40 ans de BCG, qui a été le seul traitement jusqu'à récemment, et de chimiothérapie systémique depuis beaucoup moins longtemps, on vit vraiment une révolution en immunothérapie du cancer de la vessie à tous les stades précoces et avancés. On a la preuve claire et nette, je pense, que le système immunitaire est capable de reconnaître et de détruire les cancers de la vessie et même d'autres. Par contre, évidemment, c'est pas le cas de tous les cancers pour les quelques méthodes qu'on a, mais on a des patients qui vont de nombreuses années qui doivent être testés
personnaliser les traitements. C'est sûr que la participation des patients est essentielle pour qu'on avance dans le domaine, mais aussi elle a bénéficié à beaucoup de patients, des patients qui ont été traités avec les nouveaux traitements et qui ont eu des résultats. On a quelques patients, nous, ça fait plusieurs années, ils étaient un cancer généralisé, échoué à tout, et ils sont encore bien portants sans cancer. Donc, il y a des succès et ça peut bénéficier les gens de participer aux études. Puis en particulier, toutes les recherches, évidemment, ça coûte beaucoup de sous. Vous pouvez imaginer les personnels et tout, surtout celles qui sont précliniques, c'est-à-dire qui ne sont pas financées par l'industrie pharmaceutique. Alors, on a évidemment un grand besoin de financement. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on pourra répondre à quelques questions et que peut-être ça vous aura éclairé sur le potentiel de l'immunothérapie dans le cancer de la vessie. Merci. Merci beaucoup, Dr. Fradet. C'est très instructif et je peux vous dire que les questions sont déjà arrivées. On en a en réserve pour vous. Juste avant de passer la parole à Romina qui va adresser les questions qui vous ont été posées, Dr. Fradet, je veux prendre quelques minutes effectivement pour rebondir sur ce que vous avez dit. Le financement de la recherche, c'est vraiment important. On est en cancer de la vessie en 21e position en termes de financement de la recherche, et ce, parmi les 24 principaux cancers. Alors, c'est vous dire qu'il y a beaucoup de besoins encore. Cancer de la vessie Canada, grâce au soutien de ses donateurs, grâce à celui de ses partenaires aussi, eh bien, on continue à financer la recherche depuis 2012 et on évalue qu'il y a près de 2 millions de dollars qui vont avoir été versés à la fin de l'année 2020 en financement, en soutien à la recherche. Je vous donne quelques exemples de d'autres projets très stimulants qui viennent se joindre à ce que Dr. Fradet nous a présenté. Alors, vous n'avez pas à tout retenir ça, bien sûr. Je vais vous envoyer quelques liens avec notre message qui va conclure la présentation de ce soir pour vous parler de quelques-uns des projets, où ils en sont, donc, ces projets et ces bourses qu'on a remises grâce au financement qu'on a reçu de nos donateurs et de nos partenaires. Alors, vous avez quelques exemples des bourses qui ont été remises en 2019, mais également des bourses qu'on finance en partenariat avec la Fondation des bourses de l'Association des urologues du Canada et également des projets qu'on finance en partenariat avec le Canadian Urological Oncology Group. Alors, c'est très important pour nous de pouvoir aussi appuyer ces fondations, ces groupes-là qui sont des financeurs importants. Et les essais cliniques, eh bien, on a créé une page sur notre site. Si ça vous intéresse, vous avez donc les informations sur ce site, sur notre site, pardon, pour savoir est-ce qu'il y a des essais cliniques dans votre région qui pourraient être intéressants pour vous ou pour vos patients. Très important, si vous êtes patient, on vous réfère bien sûr vers votre équipe médicale pour discuter de ces possibilités d'abord avec votre médecin pour voir est-ce que ça vous correspond, est-ce qu'il y a des options pour vous. Et pour aller voir qu'est-ce qu'il en est à titre de professionnel ou de patient, eh bien, on vous a listé plusieurs sites disponibles, dont pour les gens au Québec, il y a un nouveau moteur de recherche qui s'appelle Onco Québec, qui a été lancé en 2019 et qui permet de faire des recherches par mots-clés, par région également, pour voir s'il n'y a pas des essais cliniques dans votre région. Alors maintenant, la parole est à vous. Romina, donc, je te passe le micro. Et Dr. Fradet, vous nous entendez toujours? Oui, vous aussi. Oui, on vous entend toujours. Je vais désactiver ma caméra et la parole est à vous, Romina. Merci. Bonsoir à tous. Alors, Dr. Fradet, on a plusieurs questions pour vous. La première, quel est le délai pour obtenir des résultats significatifs? Est-ce normal une inflammation après 3 mois de traitement avec le Keytruda? D'inflammation, OK. Il faudrait définir c'est quoi l'inflammation. Le Keytruda, vous voulez dire l'anti-PD1, le pembrolizumab. Ça dépend ce qu'on parle d'inflammation. Hein? Est-ce que c'est de l'inflammation dans la vessie? Est-ce que c'est de l'inflammation systémique? Parce qu'évidemment, les anticorps anti-PD1 ou le pembrolizumab ou d'autres anti-PD1, une des complications, évidemment, c'est
des réactions auto-immunitaires. Ce que je disais, on débloque les freins. Donc, si jamais le système immunitaire a été sensibilisé à certaines molécules du SOIA, ben, il va réagir contre le SOIA. Et ça fait partie des effets secondaires qu'on ne voyait pas avec la chimiothérapie, qui sont différents, qui sont en général modestes, mais parfois peuvent être plus importants. Donc, ça dépend de quelle inflammation on parle. Pour ce qui est de la vessie, en général, s'il y a eu une réponse, habituellement, on va voir une disparition de l'inflammation pendant un certain temps, mais c'est difficile de mettre un temps ici pour, si on veut, pour un ensemble de patients ou une moyenne. Je pense qu'on est encore un peu tôt pour le volet inflammation dans la vessie, si c'était la question. Parfait. Deuxième question, est-ce que l'immunothérapie est valable pour le cancer de l'urtère? Oui, c'est intéressant comme question. C'est sûr que le cancer de l'urtère ou des voies urinaires entre le rein et la vessie, c'est des cancers beaucoup plus rares, mais c'est des cancers qui ont été inclus dans les études dont je vous parlais. Il y a une certaine proportion dans les études qu'on a fait avec le pembrolizumab, notamment par rapport à la chimiothérapie en deuxième ligne, qui incluait des patients avec des tumeurs de l'arbre urinaire supérieur, et le taux de réponse était à peu près comparable, oui. Parfait. Troisième question. Suite à un traitement au BCG, est-ce que le système immunitaire attaque seulement les cellules tumorales ou aussi les cellules normales? En fait, normalement, excusez l'expression, mais oui, le BCG va infecter soit les cellules tumorales ou les cellules pré-tumorales, c'est-à-dire qui ne sont pas normales complètement, mais qui restent dans la vessie, et va permettre au système immunitaire de les reconnaître. Et donc, par la suite, normalement, le BCG va reconnaître, enfin, pas le BCG, mais le système immunitaire va reconnaître les cellules tumorales. Maintenant, évidemment, il n'y a pas d'études très, très sophistiquées sur la fréquence du BCG. On a pris pour acquis un peu, puis on a quelques expériences aussi chez nous qui ont démontré que, évidemment, on augmente les chances de non-récidive à long terme si, après un traitement initial avec le BCG, le traitement classique initial, c'est 6 instillations hebdomadaires pendant 6 semaines, donc. Si on répète un traitement de 3 instillations hebdomadaires à chaque 6 mois, par exemple, ben, on a à long terme une meilleure réponse. Maintenant, l'envers de la médaille, c'est que plus on donne de BCG, ben, plus il risque d'y avoir de l'inflammation dans la vessie, qui n'est pas nécessairement liée au cancer, mais qui peut créer des symptômes. Et donc, on a démontré, en tout cas, nous, on n'a pas démontré, mais on a observé dans des études qu'on a publiées ici à Québec qu'il fallait au moins dans un monde idéal, au moins un minimum de 2 maintenances, qu'on appelle, c'est-à-dire des traitements, 3 traitements hebdomadaires à chaque 6 mois, pendant au moins la première année. Il y a des études européennes qui suggèrent qu'on a quand même une certaine amélioration en continuant pendant 3 ans, qui étaient les protocoles initiaux. Mais évidemment, plus on donne de traitement, plus il y a de risques d'avoir une inflammation de la vessie et des symptômes associés à une capacité vésicale réduite, etc. Donc, c'est un équilibre, évidemment, parce que le BCG, ça reste, comme je le disais, une bactérie, elle crée de l'inflammation. Ce faisant, elle aide à identifier et éliminer les cellules cancéreuses, mais elle peut d'elle-même créer aussi des effets secondaires. Et c'est là aussi où les BCG peuvent varier, c'est-à-dire que certaines productions de BCG peuvent faire en sorte que les effets secondaires peuvent être plus importants que d'autres. C'est pour ça que c'est si difficile la production du BCG. Ça explique aussi la pénurie qu'on a vécue de façon récurrente dans les dernières années parce qu'il y a peu de producteurs et la production est difficile pour arriver à des standards de qualité. Donc, c'est un peu le problème qu'on a. Alors, docteur Fadet, il est 20h29. On va continuer à prendre quelques questions si vous êtes d'accord. Mais je voulais aviser les gens qui ont envie de rester avec nous quelques minutes encore, qu'on va continuer à prendre les questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, bien sûr. Super. Romina, à vous. Oui. Donc, prochaine question. Peut-on avoir plus d'un traitement BCG suite à une récidive? Oui, ben, c'est un petit peu la question à laquelle j'ai répondu. Oui,
c'est sûr qu'on définit comme quelqu'un qui est une tumeur qui est résistante ou un individu porteur d'une tumeur qui est résistante au BCG. Si le traitement n'a pas fait aucun effet après une première série, en général, on tente une deuxième série pour maximiser les chances, mais les chances de répondre à une deuxième série sont très, très inférieures, c'est sûr. C'est pour ça qu'on commence à regarder les protocoles de recherche dans ce groupe-là. Maintenant, si quelqu'un a eu un premier traitement de BCG, n'a pas eu de tumeur pendant plus qu'un an, et là, une récidive, ben, parfois, à ce moment-là, un deuxième BCG peut aider. Mais c'est sûr qu'il y a une proportion d'individus qui, malheureusement, malgré les traitements de BCG, leur tumeur va récidiver. Et c'est là où toutes les études dont j'ai parlé tout à l'heure ont lieu, ou même des études, comme j'ai mentionné, pour les gens qui commencent le BCG, où on veut explorer la possibilité qu'une combinaison du BCG avec une immunothérapie anti-PDL1 ou PD1, les inhibiteurs de points de contrôle immunologique, pourrait peut-être améliorer la résultante. Parce que c'est sûr que la problématique, puis je vais peut-être pas insister là-dessus, mais la problématique pour le cancer de la vessie de haut grade, c'est un cancer qui va évoluer avec plus ou moins de rapidité vers un cancer qui infiltre. Et quand on a une infiltration de la paroi, il y a plus de risques de propagation dans les ganglions ou ailleurs dans le système. Donc, c'est toujours une décision difficile d'arriver à dire, ben, écoutez, on a donné le maximum de chances à un traitement conservateur pour quelqu'un qui a une tumeur de haut grade versus manquer notre fenêtre d'opportunité pour une chirurgie majeure, mais qui pourrait guérir le patient. Donc, c'est un peu le problématique dans lequel on est. Mais en bref, s'il n'y a pas de réponse précoce ou même après un deuxième traitement, par contre, s'il y a eu une réponse et qu'une année ou deux ou plus tard, ben là, il y a une possibilité d'un deuxième traitement. Alors, on a encore 5 questions pour vous, Dr. Fradet. À votre tour, Romina. Oui. Donc, prochaine question, pourquoi ne pas commencer par de l'immunothérapie au lieu de la chimio quand il y a des métastases? Oui, ben, c'est exactement les études qui sont en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunothérapie est évidemment très coûteuse. On parle entre 3 et 5 000 $ du traitement chaque 3 semaines, donc c'est des centaines de milliers de dollars par année. Alors, avant d'accepter ça et avant que les gouvernements payent pour ça, ça prend un certain niveau de preuve que effectivement c'est efficace et malheureusement, ben, on s'en remet aux agences réglementaires qui décident oui ou non si l'évidence est suffisante. Mais je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est sûr que dans les études pour l'instant, même en deuxième ligne, on a parfois de la difficulté à faire approuver un traitement. En première ligne, pour l'instant, c'est pas approuvé parce que le degré d'évidence est pas suffisant. Je vous ai mentionné 4 études qui regardent des patients, plusieurs milliers de patients au total dans 4 compagnies différentes. On attend toujours les résultats. Donc, il n'y a probablement pas de miracle, là. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, après quelques années, les évidences ne sont pas si claires. Donc, on attend. Malheureusement, c'est comme ça que la science et la médecine avancent, c'est qu'on doit faire des études cliniques. Ces études cliniques doivent être probantes pour qu'on passe ensuite à un traitement qui devient un standard de traitement. Pour l'instant, la chimiothérapie dans les cancers métastatiques, c'est quand même le standard. On connaît les chances de réponse. Elles sont quand même bonnes dans le cancer de la vessie comparées à d'autres cancers. Et on espère que l'immunothérapie, peut-être combinée à la chimiothérapie ou peut-être seule, va être meilleure, mais ça reste à démontrer. Donc, malheureusement, pour l'instant, le traitement de base et la chimiothérapie, ça donne quand même de bonnes chances de réponse importantes, complètes ou partielles. Parfait. Prochaine question. Dans les études sur les nouveaux agents immunologiques, voit-on une différence de réponse entre des patients plus jeunes versus des patients plus âgés dont l'immunité est reconnue plus faible? Question intéressante, effectivement. On sait que la chimiothérapie, par exemple, on donne de la chimiothérapie préopératoire dans l'espoir d'avoir une réponse non seulement de la tumeur, mais avec l'idée que lorsqu'on a un cancer infiltrant de la vessie, il y a déjà des cellules cancéreuses qui se sont propagées et en donnant un traitement de chimiothérapie très précoce avant la chirurgie,
parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui va répondre à la chimiothérapie. On augmente peut-être les chances de réussite ou de survie à long terme, puisque les études ont démontré, le pourcentage est relativement mince toutefois. Il y a des bénéfices, mais il y a des inconvénients. Dans le cas de la chimiothérapie, évidemment, elle est limitée souvent par l'âge, par la fonction rénale et plusieurs facteurs, ce qui fait qu'à peu près moins que 50% des patients sont éligibles à la chimiothérapie. J'entends pré-chirurgicale. Les patients qui ont des métastases, on va toujours trouver une chimiothérapie à leur offrir qui va convenir à leur âge et tout, mais l'âge est un facteur limitant. Dans toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant avec les thérapies immunologiques dont j'ai parlé, les anti-PD1 ou anti-PD-L1, l'âge n'a pas été un problème. Et le taux de réponse n'a pas semblé varier trop en fonction de l'âge. Autrement dit, des personnes plus âgées ont semblé avoir des réponses quand même comparables à des personnes plus jeunes. Donc, on serait porté à penser que le système immunitaire des personnes âgées, comme je l'ai mentionné, pour expliquer peut-être des incidences plus importantes de cancer de la vessie non infiltrant, soit moins bonne. Mais il semble pas, en tout cas, dans l'étendue des données qu'on a présentement, qui est quand même relativement limitée, que l'âge comme tel soit un facteur limitant, autant pour la toxicité que pour la possibilité de réponse au traitement. Donc, c'est encourageant. Parfait. Dans combien de temps peut-on espérer avoir les résultats aux études cliniques et pouvoir utiliser ces nouvelles thérapies? Juste, je vais me permettre de répondre un point. Pour la question précédente sur l'âge, j'ai parlé plutôt des immunothérapies avec les anticorps systémiques pour les cancers avancés. Pour ce qui est du BCG, ça, on le sait quand même depuis longtemps que le BCG est moins efficace plus les gens sont âgés. Donc, je fais une précision sur la question précédente. Pour ce qui est du BCG ou de la thérapie intravésicale, les traitements semblent un peu moins efficaces chez les personnes de 80 ou 90 ans, bien sûr, plus l'âge est avancé, que chez les plus jeunes. Répétez-moi la question. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, dans combien de temps peut-on espérer avoir les résultats aux études cliniques et pouvoir utiliser ces nouvelles thérapies? Comme je vous dis, dans le cancer avancé de la vessie, on a déjà des résultats, ce qu'on appelle de phase 3, qui sont concluants. Malgré tout, pour l'instant, les gouvernements canadiens, aux États-Unis, c'est disponible, en Allemagne, en Europe, un peu partout. Mais au Canada, c'est beaucoup plus long nos processus, malheureusement ou heureusement. Mais pour ce qui est des études plus tôt dans la maladie, bien là, les études sont encore en cours, on attend les résultats. Évidemment, plus, je dirais, plus les résultats sont concluants, plus tôt on a les résultats, ou plus la maladie évolue rapidement au stade où on a testé un traitement, ben, on s'attend d'avoir des résultats plus tôt si jamais les bénéfices ont été importants. Plus ça prend du temps à avoir les résultats, ben, les chances diminuent que les résultats vont être majeurs, si on veut. Mais pour l'instant, je pense qu'on est encore en suivi. Si on parle des patients qui ont eu les différentes combinaisons dont je vous ai rapidement présenté les protocoles, on est toujours en attente des résultats, mais c'est des gens qui avaient une maladie aussi un peu moins avancée que ceux qui avaient déjà échoué une première chimiothérapie et qui là s'en allaient une deuxième chimiothérapie qu'on sait être peu efficace. Donc, je pense qu'on ne peut pas présumer de rien. On voit aussi dans les études, quand on est des chercheurs comme nous et d'autres centres, évidemment, on voit des résultats. On voit des patients qui ont bénéficié, par exemple, qui avaient échoué de BCG, qu'on a donné une immunothérapie anti-PD1 ou anti-PD-L1 avec des réponses remarquables dans la vessie. Donc, c'est encourageant. Mais évidemment, les études se basent sur un grand nombre d'individus, un pourcentage, pour arriver à conclure est-ce que vraiment le résultat est significatif ou pas. Puis ensuite, ben, ça dépend aussi de la rapidité aux agences réglementaires d'homologuer ou non un produit, comme par exemple le virus dans la vessie dont je vous ai parlé. C'est sûr que ça va être soumis aux autorités américaines, canadiennes, à quelle vitesse ils vont l'homologuer. Et après, ben, l'autre barrière, c'est est-ce que les gouvernements vont payer ou pas. Si vous avez des assurances, comme aux États-Unis, dès que c'est homologué par la FDA, les assurances vont payer, mais ce n'est pas le cas au Canada et dans plusieurs pays d'Europe.
Parfait. Prochaine question. À quel pourcentage d'expression de PDL1 pourrait-on envisager l'immunothérapie? Question intéressante. Évidemment, dans le cas évidemment, dans le cancer de la vessie, ça dépend des types de cancer. On sait par exemple que le cancer du poumon, l'expression de PDL1, elle est ou très forte ou très faible. Donc, pour l'instant, les immunothérapies sont approuvées dans le cancer du poumon qui exprime un fort pourcentage de PDL1. Dans le mélanome, qui est un autre cancer qui répond très bien aux immunothérapies, ça tient pas du miracle, mais c'est vraiment très important, alors qu'on avait peut-être 18 mois d'espérance de vie pour des patients métastatiques. Maintenant, avec les immunothérapies simples ou combinées, on peut avoir 10 ans. Il y a des gens qui ont l'espérance de vie moyenne, donc c'est vraiment important et fascinant. Et ces cancers-là expriment beaucoup de PDL1, le marqueur soit sur leur tumeur ou sur leurs cellules immunes qui infiltrent la tumeur. Dans le cas de la vessie, c'est moins clair. Dans les cancers avancés, c'est-à-dire la deuxième ligne après chimiothérapie, pour l'instant, il n'y avait pas de différence entre les patients, mais il faut savoir que la tumeur qu'on testait, ce n'était pas la tumeur qu'on traitait, c'est-à-dire celle qui a récidivé après la chirurgie puis après une première chimiothérapie, mais c'est celle qui était présente la plupart du temps au moment de la chirurgie. Donc, ce n'est pas nécessairement la même tumeur. Et quand on faisait le PDL1 ou son expression sur la tumeur initiale, ça ne prédit pas vraiment ceux qui vont répondre ou pas répondre. Donc, dans le cas de la vessie avancée, si on a testé sur la tumeur de, par exemple, la cystectomie ou la tumeur initiale, c'était pas prédictif. Par contre, plus on s'approche de la tumeur qu'on traite, par exemple, en première ligne, ben là, le PDL1 a l'air d'être un peu plus intéressant. Et si on s'approche encore plus en pré-cystectomie, c'est-à-dire des gens qui ont un cancer infiltrant, et on a donné, par exemple, du pembrolizumab ou de l'atezolizumab ou d'anti-PDL1 en pré-cystectomie, on a vu que là, l'expression de PDL1 est peut-être un meilleur prédicteur parce que ça nous dit la tumeur qu'on traite, elle exprime ou elle n'exprime pas, et peut-être que c'est un meilleur prédicteur. Mais on est encore évidemment tôt dans les études. Il y a plusieurs autres études en cours, on verra. Donc, je ne peux pas répondre catégoriquement dans le cancer de la vessie, oui ou non. Mais il est probable que plus on va se traiter précocement, peut-être meilleures sont les chances que ce marqueur-là est un prédicteur. Mais il y a d'autres marqueurs qu'on regarde ici, immunologiques un peu plus complexes. Celui-là, il est simple, il est facile à tester, c'est un marqueur, mais évidemment, vous avez vu par la présentation que le système immunitaire, la réponse immunitaire, c'est très complexe. Et de juste dire qu'il y a une expression de tel ou tel marqueur, c'est difficile de penser que ça va nous prédire l'ensemble de l'évolution ultérieure. Merci beaucoup, Dr. Fradet. Merci. Merci beaucoup. Merci, Romina. Merci beaucoup, Dr. Fradet. Écoutez, on arrive donc, on a passé à travers les questions qui étaient d'ordre général. Vraiment, je veux vous remercier chacun ce soir pour votre présence. Ça a été très instructif de passer donc cette heure et un petit peu plus avec vous. Merci à l'équipe de Cancer de la Vessie Canada qui a été avec nous, donc qui était derrière l'écran, qui m'a aidé, Tony Barat, et également Romina Ferro qui était avec nous. Mes remerciements vont en conclusion, et c'est très important, à vous, Dr. Fradet. Grâce à vous, on est en mesure d'offrir une expertise de pointe à notre communauté. J'espère que vous avez apprécié l'expérience également et que vous sentez que tout ce savoir-là, tout ce bagage-là va être porteur parce qu'on va pouvoir aussi le réécouter à la maison et continuer à en faire la promotion lorsque on a des questions sur la recherche, sur les essais cliniques. On pourra le faire en anglais aussi, si vous voulez. Ah, voilà, ben là, c'est enregistré avec plaisir.
Alors, merci également. Un petit mot à nos commanditaires, donc les gens qui nous permettent aussi de pouvoir avoir accès à des sous. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Juste avant, je veux vous rappeler qu'on va vous envoyer donc par courriel la présentation de ce soir. Vous allez recevoir également un petit sondage qui va nous aider à mieux poursuivre nos webinaires. Donc, on a toujours à s'améliorer. On vous invite à nous donner vos commentaires pour qu'on s'améliore. On vous invite, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos plateformes bilingues et sur notre infolettre. Alors, vous avez déjà le Facebook et le Twitter de Cancer de la Vessie Canada qui sont présentés. Et dans notre courriel, je vous remettrai le lien pour l'infolettre si jamais vous n'êtes pas connecté. Je disais merci à nos commanditaires ce soir qui nous permettent la tenue de ces webinaires gratuitement. Et pour nous contacter, pour terminer, donc mes coordonnées, si vous voulez nous joindre, info@cancerdelavessiecanada.org, notre ligne directe, notre ligne sans frais, je la remettrai dans le courriel également. Et voilà, quelques personnes qui font partie de notre communauté et on espère vous compter parmi nous pour nos prochains webinaires, pour nos prochaines activités. Tout sera envoyé dans notre infolettre. Sur ce, excellente fin de soirée à tous et merci encore pour votre présence. Merci. Merci.